Enseigner, apprendre, informer, communiquer. Quand pédagogie et numérique se donnent rendez-vous. Le podcast Pédagonium vous éclaire sur les technologies et pratiques qui font avancer l'enseignement. Jeff, merci. Hier, tu as animé donc l'atelier autour de l'impact des IA sur les travaux académiques. Tu nous as présenté aussi Praxia. Qu'est-ce qui s'est ressorti, quelles tendances sont ressorties sur tes discussions avec les participants Alors, lors de l'atelier, j'avais choisi de commencer par une contextualisation où, en fait, par binôme, les gens devaient réfléchir sur une des trois situations que j'avais présentées. Il y avait une situation d'une enseignante qui retrouvait des citations bizarres et qui avait une espèce de structure systématique qui était la même pour les travaux. Un autre enseignant qui, lui, avait demandé un journal réflexif. Et au départ, les 2 ou 3 premières copies lui semblaient très bien, puis il s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait très peu de lien avec le vrai contexte des étudiants et que finalement, ils avaient un peu peut-être utilisé l'IA aussi pour répondre à des questions qui supposaient être censées plutôt être liées à leur ressenti, à leurs émotions. Et puis, il y avait une prof de management qui, dans le cadre des travaux de fin d'études de master, constatait que les méthodologies dans la partie un peu théorique étaient assez pointues sur du Pestel et du SWOT, tout autre analyse de modèles, mais par contre, il y avait des erreurs dans les données. Il y avait parfois des données citées qui étaient bizarres. Et quand elle rencontrait les étudiants ou étudiantes, elle se rendait compte qu'ils étaient beaucoup plus hésitants à l'oral que sur le papier. Et donc, en fait, en analysant ces situations, la première chose qui a émergé de la part des collègues, c'était la question de l'information. En fait, on se rend compte qu'il est extrêmement important qu'un enseignant ou une enseignante définisse clairement avec ses étudiants et étudiantes ce qu'ils ou elles peuvent faire ou pas avec du lire dans les travaux et que ça soit explicité. Donc la première information qui remontait de beaucoup de collègues et qui est vraiment la première question à se poser en tant qu'enseignant ou enseignante quand on a des travaux académiques sur la manière dont justement on doit adapter le cadre de ces travaux sur la présence de l'IA, c'est avoir un discours clair sur ce qui est permis, quelles tâches, et puis qu'est-ce qui n'est pas. Alors à ce sujet-là, on a certains enseignants qui nous disent qu'ils ont même travaillé avec les étudiants pour concevoir une charte écrite de ce que les étudiants pouvaient faire ou pas faire avec l'IA. Toi, tu conseilles ça ? Bien sûr. En fait, je pense qu'il y a 2 niveaux. Je pense qu'il faut que l'institution en soi définisse un cadre. On a déjà des cadres éthiques qui existent. Les cadres éthiques, souvent, vont aller vers ce qu'on appelle de l'authenticité et de la transparence. Et ça, c'est les bases de l'éthique. Et justement, il y a 6 bases de l'éthique et de l'IA qui ont été publiées récemment par le Conseil de l'Europe et notamment aussi par la Société de scientifiques suisse. Et donc, j'imagine qu'on trouvera la même chose en France. On parle de responsabilité. Et donc, même si on produit quelque chose avec de l'IA, ça ne peut pas vous enlever la responsabilité du contenu. Donc la première notion, c'est de se dire, peu importe la manière dont vous produisez quelque chose, vous en êtes responsable. Donc si des erreurs s'y trouvent, vous en êtes responsable, et peut-être encore plus de surcroît si... parce que finalement, soit on la produit soi-même, soit on la fait produire par une IA, mais si on la fait produire par une IA, il faut la valider avec un esprit critique. Et donc voilà, on est toujours propriétaire de ce qui sort et responsable. La deuxième, c'est la transparence qu'on a évoquée. Donc il faut en effet avoir des chartes qui peuvent être globales, mais surtout après adaptées à chaque contexte de cours. Et j'aime bien l'exemple que tu donnes avec l'utilisation de la charte qui est faite avec les étudiants et étudiantes. Ça les envisage un peu plus, ça les intègre, ça les responsabilise. Transparence, donc clairement dire qu'est-ce qu'on a fait avec, quoi, comment, pourquoi, éventuellement joindre les prompts ou joindre ces relations avec l'IA, soit brutes avec tous les prompts, soit via une déclaration d'usage qui a été mise en œuvre. La troisième notion, c'est cette notion de cadre légal à respecter, parce que nos étudiants et étudiantes parfois vont faire un focus group, ils se disent ok, je vais faire la transcription de l'IA via l'IA, mais attends, est-ce que tu as demandé la permission à la personne de mettre sa voix, donc ses données personnelles, dans une IA qui est sur un cloud américain. Si en plus après on fait une analyse qualitative, est-ce que tu as anonymisé la retranscription ou pas ? Et donc finalement, il y a toutes ces questions-là qui sont importantes, mais également dans les prompts, est-ce que tu as mis un article auquel tu as accès via la bibliothèque parce que tu as les codes de l'UNI, mais en fait il n'est pas public. Et donc respecter ce cadre aussi juridique autour de la donnée personnelle ou du copyright. Et enfin, cette notion un peu
sobriété numérique qui est importante aussi, en disant que beaucoup de choses peuvent être faites par des recherches assez simples, qui sont beaucoup moins utilisatrices d'électricité et d'eau. Donc leur apprendre un peu l'impact écologique que chaque acte avec une IA se fait, en se disant que finalement, il faut peut-être planifier ces actes avant et voir ceux pour lesquels on n'a pas nécessairement besoin d'une IA afin de protéger un peu la planète dans les contextes environnementaux qu'on connaît. Donc ce cadre-là, il est assez général, mais au moins il est explicite. Et donc la première chose qui sortait, c'était vraiment cette façon d'expliciter les choses et d'avoir de la transparence. D'accord. Et c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans les discussions et qui a été retenu par beaucoup des participants et participantes. Alors sur ces participants et participantes, il y en avait en ligne hier, ils ont posé des questions qui rejoignent tout ce que tu viens de dire. Alors je vais te les lire, notamment... Bonjour, est-il responsable en tant qu'enseignant d'inciter nos étudiants à utiliser les IA, par exemple pour la production des mémoires, sans leur avoir donné la possibilité de se former à leur usage? Alors, la question des IA, elle touche aussi ce qu'on appelle les compétences numériques. Elle touche finalement, elle se retrouve dans le même carcan que les compétences qu'on appelle transverses en Suisse ou transversales en français. Et ça, c'est quelque chose dont je trouve que nos institutions d'enseignement supérieur partout dans le monde, elles ne savent pas gérer ça. Parce qu'en fait, on est sur des compétences transverses, les langues, l'apprentissage de travail collaboratif, la gestion de groupe. Tout ça, c'est des choses qui sont transverses. Et finalement, on a l'impression que chaque cours un peu la touche, mais on ne sait pas de manière explicite comment le faire. Et je pense que justement, en effet, si on utilise... si on permet un usage de l'IA, je pense qu'il faut le permettre parce qu'on a besoin de cette hybridation dans la production maintenant, parce que nos étudiants et étudiantes, quand ils iront dans le monde du travail, on va leur demander de le faire. Par contre, en effet, il y a cette notion d'égalité qui est importante, de savoir leur donner des formations. Et là, alors, soit on a une approche programme et on se réunit avec les enseignants pour un peu se dire, OK, il y a des référentiels des compétences, il y a 12 compétences, c'est assez clair sur 4 domaines. C'est le domaine technique, le domaine d'éthique, le domaine de pratique et le domaine critique. Donc c'est quoi? C'est technique, critique, pratique, éthique. Éthique, oui. Et donc il y a 12 compétences, et donc on se dit, OK, dans le curriculum, où est-ce qu'on les enseigne? Mais ça va demander beaucoup de coordination. Ce qu'on est en train de faire à l'Université de Lausanne, c'est qu'on a mis un cours de 12 périodes qui est en ligne, qu'on appelle SOC-IA. Et donc c'est un cours qu'on donne aux facs sur Moodle. Elles ont chacune leur instance, vidéo, explication, activité. Et c'est elles qui peuvent l'intégrer dans le cursus comme elles le souhaitent. Certaines vont l'imposer en demandant que les étudiants ou étudiantes le passent à tel moment. D'autres ne vont pas l'imposer, mais on sait de la côté fédération étudiante qu'ils veulent le faire, donc il n'y aura pas de souci. Et dans d'autres facs, on l'intègre à un cours directement, et comme ça, il y a une intégration qui est faite. Donc oui, il faut absolument former nos étudiants et étudiantes et trouver la solution qu'on ne trouve jamais sur les compétences transverses. Alors nous, on vient de sortir hier justement cet équivalent à SOC-IA, et nous, ça s'appelle Génial UM. Et on a exactement abordé sur la même philosophie de dire on met à disposition et après charge à chaque département de voir comment ils s'en emparent et comment ils vont le délivrer aux étudiants. Les enseignants aussi nous ont dit, quand on a travaillé sur Génial UM, c'est comment former nous alors que nous-mêmes, on n'est pas des experts. OK, on a la matière, vous nous donnez la matière. Je ne sais pas si vous avez fait pareil dans SOC-IA, mais nous avons pris le parti du coup aussi de donner des grilles réflexives exemples, des chartes exemples, des témoignages de retour d'expérience d'enseignants qui sont déjà passés par là, pour un peu dire, voilà comment j'ai fait, comment j'ai pratiqué. Mais on est resté sur les volets éthique, critique, usage. On est très peu abordé le côté très technique. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, dans les 4 domaines de compétences que j'ai cités tout à l'heure, on retrouve aussi quelque part, il y a les mêmes pour le référentiel IA des enseignants et enseignantes, on retrouve un peu les 4 dimensions dont je parlais hier. Donc, on va vers une compétence qui est hybride, humain-IA, et donc il y a ces 4 éléments. Et je pense que les enseignants et enseignantes, ils sont déjà, pour moi, la question éthique et critique, ils la maîtrisent déjà. Puisqu'en fait, ils ont la compétence, ils ont l'esprit critique. Et donc, je pense vraiment qu'il est important de se dire que pour les enseignants et enseignantes, il y a le côté technique qui leur manque et le côté pratique. Et ça, pour moi, ça se couvre assez vite. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va attendre d'un enseignant au niveau d'un
d'un large language model et de ses compréhensions, mais qui comprennent, que ce n'est pas un moteur de recherche, que c'est un producteur de texte basé sur une algorithmique probabilistique. Et rien que ça, quand je donne des formations aux enseignants, ils ne le savent pas. Et donc dès le moment où on sait ça, on sait que ce qui sort c'est du plausible, ça reste probabilistique, et donc l'esprit critique est encore plus important. Et donc rien que ça, c'est le premier niveau de la compétence technique du référentiel. Comprendre la logique du machine learning, c'est quoi un réseau neuronal, et ça, Christophe hier, Battier a donné des exemples de petites ressources qui existent. Donc ça, les enseignants et enseignantes, je pense que tout ce qu'ils doivent comprendre par rapport à ça, c'est le fonctionnement technique simple, surtout pour comprendre la faiblesse de l'aspect probabilistique, même si c'est plausible, c'est bluffant, mais ça reste plausible. Oui, tu conçois que côté technique, on reste nous on a traité à ce qu'on appelle le niveau d'acculturation. Exactement. Ouais. Et d'être capable de reformuler. Un enseignant doit être capable de dire, comme je viens de te dire actuellement, c'est-à-dire qu'un large language model, c'est un modèle qui fait du machine learning, qui est entraîné de manière automatique et ajusté de manière humaine pour produire des suites de phrases, de paragraphes qui sont plausibles dans des domaines sur lesquels il est prompté. Le côté pratique, ensuite, si tu comprends, il y a deux choses à peut-être sensibiliser. C'est le prompt, clairement. Et ça, l'ingénierie du prompt, je pense qu'il ne faut pas 50 heures pour la maîtriser. Et le deuxième élément, c'est un petit peu savoir utiliser le bon outil pour la bonne tâche. Et là, à Lausanne, je tiens un Padlet sur les types d'outils pour, en gros, l'écriture, la revue de littérature et autres, et de la production de vidéos et d'images. Et j'essaie tous les mois et demi, tous les 2 mois, de tenir ce classement à jour. Donc voilà, l'enseignant peut aller sur le Padlet, et au moins, notre rôle à nous, c'est de faire la veille pour eux. Et on leur demande juste de consulter les résultats de la veille. Et je pense que ce sont les 2 éléments sur lesquels il est important de travailler. Et puis moi, je répète tout le temps à un enseignant ou une enseignante, je commence souvent une formation par un sondage en demandant quelle est la fréquence d'usage qu'ils ont des IAG. Et j'ai la moitié des gens souvent qui est en dessous de au moins une fois semaine. Et là, je leur dis, maintenant, vous devez y aller, pas chaque jour, mais quelques fois semaine, tester les choses, parce que vos étudiants le font, et c'est important que vous gardiez un petit peu... J'ai testé plusieurs outils. Oui, j'ai reçu une critique récemment. On donnait une formation à des profs de gymnase, donc lycée suisse, et une conférence de profs a fait une critique, notamment que je mentionnais dans ma vidéo que les IA pouvaient faire du calcul. Et ils disaient absolument pas la science. Non, il y a 2 ans et demi, ils ne pouvaient pas bien le faire. Maintenant, ils le font très bien. Et donc, c'est une remarque de quelqu'un qui a peut-être mis un nez sur une IAG il y a 2 ans et demi et qui n'a pas mis une IAG depuis. Et quand vous faites Claude AI, il est capable de faire de la raison mathématique de très haut niveau. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas vérifier sa réponse. Mais donc voilà, il faut tout le temps, faut garder le nez dedans. Oui, ok, merci. Je te propose qu'on revienne sur le côté IA et évaluation. Oui. Il y avait une autre question qui était, dans un contexte où l'intégration réfléchie et structurée des outils d'intelligence artificielle devient une réponse aux enjeux de l'évaluation, notamment au travers des activités comme la rédaction d'un essai, où les étudiants doivent désormais préciser, les IA consulter les apports de l'argumentation, les éléments qui n'auraient pas été produits sans l'aide de l'IA. Quel type de formation devons-nous envisager pour accompagner les enseignants dans ces nouvelles pratiques? On revient sur ce qu'on disait. Et surtout, comment se positionner face à la charge de travail supplémentaire que cela implique pour que les enseignants, qui doivent non seulement évaluer le contenu, mais aussi la manière dont l'IA a été mobilisée tout au long du processus de production. Sur cette charge de travail enseignant, souvent, on dit aux enseignants, utilisez l'IA ou amenez vos étudiants parce qu'ils doivent posséder cette compétence. En fait, on leur rajoute une charge de travail parce qu'on leur dit, maintenant c'est le process qui compte, c'est pas le résultat. Donc vous allez aussi avoir à évaluer le résultat, mais surtout vous allez leur demander de vous donner ce process pour évaluer le process. Je peux comprendre que les enseignants se disent, on rajoute une charge de travail. Et en fait, tu rajoutes une charge de travail aussi chez l'étudiant et l'étudiante. Ouais. Dans l'atelier, hier, je mentionne justement ces conseils. Il faut toujours compter 10 à 15% de travail en plus. Et ça tant côté enseignant ou enseignante et côté étudiant et étudiante. Donc je pense que ça va dans les 2 sens. Et donc dès le moment où on va demander à un étudiant ou une étudiante de valider critiquement des sources, de faire un journal de bord, de démontrer le processus, ça va lui prendre 10 à 15% de temps de plus pour son travail de le faire. Et du coup, ça prendra le temps pour l'enseignant ou l'enseignante. Hier, dans l'atelier, je montrais que finalement, j'ai proposé 2 éléments, la division en 8 étapes
d'un travail académique de base, qui va de la compréhension de la consigne du cadre à l'idéation, la définition d'une problématique. Et ça, c'est intéressant de saucissonner un peu la tâche. Et finalement, en saucissonnant la tâche, la saucisse n'est pas plus grande. Si je peux faire une métaphore bouchère. et ça, c'est important de se dire que finalement, si on adopte cette manière de réfléchir, on va pouvoir contrôler un peu la charge de travail. Ça veut dire qu'en effet, est-ce que le travail final sera plutôt l'accumulation de chacune des étapes qu'on a itérativement travaillées? Et donc finalement, c'est une question de temporalité, de le corriger. Et moi, je pense que la seule chose qui ramènerait éventuellement une survalue de travail, c'est peut-être en effet que certaines étapes, l'étudiant va devoir un peu, sur une page, expliquer les choix qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, avec quel outil il l'a fait. Mais je pense que si on envisage cette notion de saucissonnage, on va se rendre compte que finalement, c'est plus dans la délivrance du travail qui sera finalement échelonné sur le temps qu'on va travailler, plutôt que dans le bloc. Donc finalement, si moi je reçois, je sais pas, j'ai 40 étudiants ou étudiantes, je reçois 5 fois 40 morceaux, si à la fin mes saucisses sont de la même longueur, j'ai juste étalé dans le temps mon travail, mais j'aurais mis autant, peut-être même plus de temps à corriger les 40 travaux finis en fin d'année. Donc il faut essayer de trouver quelque part une logique là-dedans en acceptant l'augmentation des 10 et 15%. Et puis, il faut se poser toujours, je reviens avec ce modèle des 4 compétences que j'essaye de valider empiriquement quand j'aurai le temps. Parce que posez-vous la question des compétences que vous mesurez par rapport à ça. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la capacité de l'IA? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'esprit critique et des compétences essentielles que mes étudiants et étudiantes doivent maîtriser? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la littératie IA et comment elle a été appliquée pour bien utiliser l'IA? Et puis, là où je vais chercher des éléments humains distincts. Là, on parle d'empathie, de réflexivité, de liens pointus avec les contenus et le contexte. Et finalement, si on sait ce qu'on évalue en termes de compétences et qu'on essaie de placer ces compétences dans ces 4 dimensions, on risque d'avoir une vue assez claire de choses, y compris peut-être l'évaluation de certaines choses qui ne seront plus nécessaires parce qu'elles ne sont pas essentielles et qui seront déléguées à l'IA. Et alors finalement, on verra juste si l'IA a été bien utilisée et si l'information donnée est bonne. Si elle est bonne, c'est qu'elle a été responsabilisée et validée. Et donc voilà, je pense qu'il faut faire l'exercice de s'asseoir une journée devant son examen, ses compétences, avec ces 4 dimensions et de voir un peu comment on les distribue. Et alors ça, c'est ce que tu conseilles notamment par rapport à des travaux académiques plus qu'avant on proposait, plus classique, était ce grand mémoire qu'il fallait remettre à la fin de l'année. Et du coup, c'est repenser complètement... Oui, et puis sur ce grand mémoire, j'ai envie de dire quelque chose, mais je vais être très disruptif et je vais me faire beaucoup d'ennemis en le disant. On oblige nos étudiants de master à faire limite des thèses de mémoire de 80, 90, 100 pages, 120 pages, et on ne les lit pas bien. Parce que c'est beaucoup de travail pour un enseignant de suivre 10, 15, 20, 25 travaux de master. Et moi, je trouve que c'est dommage, parce que finalement, toutes les revues de littérature vont se ressembler. Souvent, on parle de l'IA, mais en fait, qu'est-ce qui empêcherait un étudiant de prendre 5 mémoires sur la même thématique et de s'amuser un petit peu à prendre à gauche et à droite en reparaphrasant? Donc je pense que la question qu'il faudrait plus se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut mesurer comme compétence quand nos étudiants font un travail de master? On veut une compréhension fine d'une thématique qu'ils ont choisie. Pourquoi on ne leur demande pas un article scientifique de 15-20 pages? Parce qu'il y a tout dedans. Il y a la revue de littérature, la question, la problématique, la mesure, la donnée. Et on concentrerait en 15 pages, 20 pages, quelque chose qui parfois étale le beurre sur la biscotte un peu trop fort. Et donc je pense qu'il faut vraiment questionner ce qu'on attend. Et je trouve que si on veut valider le travail d'un master, je pense que le format article scientifique 15-20 pages serait vraiment quelque chose d'intéressant où chaque étape de construction, un peu sur le modèle de l'IA, a été intégrée avec l'IA. Et puis, se dire que peut-être finir par un poster aussi, parce que aussi présenter une information sous forme de poster spatial, c'est une dimension que l'IA ne maîtrise pas encore. Ouais. Et donc, voilà, un article de 12 pages, une présentation orale de 15 minutes et un poster, est-ce que ces 3 éléments ne sont pas même mieux à évaluer que 120 pages? Et donc, finalement, quand on doit avoir des relecteurs ou autres, oui, il faut lire les 120 pages. Ce qui n'est pas une mince affaire. Ce qui n'est pas une mince affaire, et surtout en forme de respect pour l'étudiant et l'étudiante qui les a réalisés. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il faut questionner un peu ces dimensions, ce qu'on appelle une thèse de master, et voilà, aller vers des choses qui sont plus quantifiables et plus peut-être concentrées. D'accord, merci. Et il y en avait une sur ça, attends.
Allez, je la soumets parce que je la trouve, ça peut être sympa de voir ta réaction. Mhm. On a une question, parce qu'hier, c'est vrai qu'on a évoqué plusieurs fois dans la journée Michel Serres. Mhm. Et donc, il y a une personne qui est intervenue qui a dit, avec l'IA, on gagne du temps. Alors non, tu viens de nous expliquer qu'on rajoutait 10 à 15% pour les étudiants, pour les enseignants. Donc, gagne-t-on du temps? Non, on rentre dans une nouvelle ère, d'un nouveau faire et d'une nouvelle méthode d'apprentissage. Mais bon, avec cette idée qu'on gagne du temps, Michel Serres, qui a été cité plusieurs fois aujourd'hui, disait « Le temps de vie que les technologies nous font gagner, nous le perdons souvent devant la télévision ». Tu partages cette vision? Oui, absolument. Ça touche un peu les usages du numérique. On parle souvent de cette génération des jeunes qu'on voit devant les amphis et qui sont la génération des natifs numériques. Et ça, c'est un gros bullshit pour moi. Ouais. Ouais. Et on tombe. En fait, les GAFAM, qui sont quand même les rois du numérique, il y a un bouquin qui s'appelle Stolen Focus, donc l'attention volée, qui est un journaliste qui a fait un travail remarquable. L'objectif des GAFAM, c'est de voler notre attention. Et donc, c'est vrai que nos temps d'utilisation du numérique, ils sont totalement désuets et obsolètes pour 90% du temps. Et dans le bouquin Stolen Focus, que je recommande vraiment, il nous apprend des techniques. Et alors, au niveau de l'attention, il y a des études très amusantes qui ont été réalisées. En fait, si vous n'avez pas le téléphone dans la pièce et qu'il est totalement éteint, on voit qu'il y a deux types de changements chez les gens. Les gens qui sont beaucoup plus appliqués pour le travail. Mais si le téléphone n'est pas éteint et qu'on l'a mis loin, il y a des gens qui se stressent en disant « Merde, je suis en train de rater un appel ou un message important », et donc ils ne travaillent pas bien non plus. Et donc il y a des techniques qui font qu'en effet, il faut travailler éloigné de ces machines-là, parce que les notifications, tout est fait pour nous distraire. Et donc oui, je rejoins tout à fait les propos de Michel Serres, et j'ai un exemple assez amusant. Moi, j'ai eu un voyage un peu long, parce que j'étais ailleurs en Belgique avant, et c'était quand? Donc c'était mercredi soir, on a mangé ensemble, je suis rentré à l'hôtel, il était 22h, je dis ok, je vais passer une bonne nuit. Et puis j'ai eu l'erreur d'ouvrir Instagram. Et puis je browsais à travers des vidéos totalement débiles. Et puis quand j'ai regardé mon horloge, il était 23h45. Et je venais de passer 1h45 à me faire laver le cerveau, alors que je suis un expert soi-disant du numérique. Donc oui, tout à fait. Mais là, ça touche cette notion de la protection de sa santé mentale avec le numérique. Par contre, quand on dimensionne bien les tâches, on sait ce qu'on veut faire. Moi, à la maison, j'ai l'habitude le mercredi de travailler hors ligne. Et j'ouvre ma ligne de midi à 13 et après 17h. Mais de 8h à midi et de 13h à 17h, je travaille sur un ordi, un vieil ordi qui n'a pas de navigateur, qui n'a pas de Wi-Fi. Enfin, j'ai enlevé la carte Wi-Fi. Le Wi-Fi chez moi ne fonctionne pas. Et mon téléphone, il est éteint. J'ai juste un vieux Nokia, au cas où j'ai un appel urgent qui fonctionne. Donc oui, il faut se protéger l'attention que les GAFAM tentent de nous voler à chaque instant. Et en effet, utiliser le temps numérique à bon escient et pour des choses moins volatiles qu'un singe qui vole ou un chat qui pète. Et du coup, si on fait la synthèse de tout ce que tu as dit, tu as parlé de compétences transverses. Ouais. Tu as parlé d'amener les étudiants à être dans la transparence, la responsabilité de l'usage des outils. Exactement. Et donc aussi d'être dans cette responsabilité et dans cette formation aux usages. Donc, en fait, j'ai envie de dire, il y a peut-être maintenant une compétence transverse, c'est de protéger sa santé mentale face aux outils. Mais ça fait partie des compétences éthiques et critiques aussi, de se protéger soi-même. Et notamment aussi par le danger d'anthropoformisation qu'on peut avoir avec l'IA. Hier, il y a un phénomène qu'on observe aussi avec les IA, c'est cette tendance de perdre la persévérance, d'être, quand on est face à une problématique, c'est normal qu'on bloque des heures et qu'on cherche. Et là, vous avez un outil à côté de vous qui va vous bullshiter quelque chose dans la seconde, qui est plus ou moins plausible. Et donc finalement, on va perdre cette notion d'effort. Cette notion d'effort et surtout cette capacité à la frustration d'un échec. Et ça, Serres en parlait aussi, l'importance de l'échec dans l'apprentissage et l'importance de se planter pour apprendre à retravailler. Et donc oui, ce qui est dangereux avec ces technologies, c'est que ça parle pour parler, ça n'arrête jamais. Et donc en effet, on risque d'avoir des gens, on est déjà dans un monde où actuellement, quand vous ne répondez pas à un mail d'étudiant, après 10 minutes, il vous le renvoie avec 3 points d'exclamation. Donc déjà, c'est problématique au niveau de la sobriété mentale. Mais en effet, oui, il faut vraiment faire attention à ça. Oui. Merci beaucoup.
Merci Plaisir. Jeff, merci d'être venu, de nous avoir partagé cette expertise que tu as et on va avoir d'autres occasions d'échanger, je pense. Avec plaisir. Merci. Pédagonium, un podcast réalisé par la Direction du système d'information et du numérique et le service des usages du numérique de l'Université de Montpellier.